Dès la fin des années 1960, le psychologue allemand Helmut Kendler a placé de nombreux enfants, parfois dès 6 ans, dans des familles d'accueil dans le cadre d'une expérience. Cependant, les pères d'accueil n'étaient pas des parents respectables et aimants, c'étaient des pédophiles condamnés. Enquêtons. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus troublants, abonnez-vous et activez les notifications pour en voir plus. Pour soutenir la chaîne, devenez membre Ko-fi ou de la chaîne pour accéder aux vidéos complètes et à d'autres avantages, ou laissez un pourboire via le bouton « Merci » sous la vidéo. Merci à celles qui y pensent, quoi. Cette vidéo traite des agressions sexuelles sur mineurs, discrétion conseillée. Cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre Ko-fi et voir la version non censurée et sans pub de cette vidéo, incluant des détails supplémentaires. Helmut Kendler est né en Prusse en juillet 1928. Son père travaillait pour le gouvernement nazi allemand et ses parents pouvaient être décrits comme froids et autoritaires. Il suivait les méthodes d'éducation de Moritz Schreiber, un médecin allemand qui a testé ces techniques sur ses propres enfants et disons simplement qu'elles sont aujourd'hui considérées comme très controversées. Il jugeait essentiel de rendre les enfants obéissants en les forçant à prendre des bains glacés, en utilisant des pinces au menton pour imposer des postures strictes et en leur refusant affection. L'un de ses fils, Daniel, a écrit un livre sur ses difficultés avec la maladie mentale, y compris la schizophrénie, intitulé « Mémoire de ma maladie des nerfs ». 2 autres enfants de Moritz ont eu des problèmes de santé mentale et son fils aîné, aussi nommé Daniel, s'est suicidé. On ne peut savoir si ces enfants auraient eu des troubles mentaux malgré une éducation aimante, mais je parierais que le comportement de leur père y a beaucoup contribué. Quoi qu'il en soit, on ne sait pas dans quelle mesure les parents de Helmut ont utilisé les techniques de Moritz, comme les bains glacés, mais ils étaient certainement stricts, montraient peu d'affection et tentaient de réprimer ses émotions. Fait intéressant, Helmut n'a pas non plus très bien tourné. Après avoir terminé le lycée, son père a continué à le contrôler ainsi que son parcours professionnel. Il a presque été contraint de faire un apprentissage de serrurier avant d'étudier l'ingénierie électrique. À la mort de son père, Helmut a choisi une autre voie, étudiant psychologie, médecine, éducation et philosophie, et a obtenu son diplôme de psychologie en 1960 à 32 ans. Il a travaillé plusieurs années comme responsable de l'éducation des jeunes avant de devenir assistant de recherche. Il a grandement contribué à la théorie du travail de jeunesse émancipateur visant à autonomiser les jeunes en développant leur conscience critique, leur capacité d'agir et en les incitant à questionner les structures oppressives. Son travail sur cette théorie lui a valu une reconnaissance nationale. Helmut est également devenue une experte de la sexualité des enfants et des adolescents et après le mouvement de libération des étudiants à Berlin, elle a commencé à plaider pour une éducation sexuelle émancipatrice à la maison, c'est-à-dire à éduquer les enfants à la libération de cette manière. À l'époque, et même encore aujourd'hui dans une certaine mesure, de nombreuses familles évitaient soit d'aborder ce sujet, soit en parlaient d'une manière qui amenait les enfants à grandir avec un sentiment de honte à ce propos. Évidemment, ce n'est pas une bonne chose, et je dirais qu'une éducation informative et sans jugement est la meilleure approche en mettant l'accent sur la sécurité et le consentement. Helmut, cependant, avait une approche différente. Il pensait qu'il ne suffisait pas que les parents évitent de mettre des obstacles au désir de leurs enfants et qu'ils devaient en fait initier les enfants à ce genre d'activité. Il soutenait que les enfants qui n'étaient pas initiés dès leur plus jeune âge risquaient d'être sous-développés et, je cite, des handicapés sexuels.
Il a également déclaré, je cite, que les parents doivent être conscients qu'une bonne relation de confiance entre les enfants et les parents ne peut être maintenue si l'on refuse aux enfants la satisfaction de besoins aussi urgents que ceux des célibataires. Helmut estimait qu'il fallait encourager les enfants à ces activités dès le plus jeune âge, car les adolescents ayant cette expérience deviennent plus indépendants et rejettent les normes adultes, favorisant la révolution sociale. Était particulièrement préoccupé par la répression des filles et soutenait que l'éducation peut être tellement répressive que les filles n'ont plus aucun désir, ce qui amènera des garçons plus ouverts d'esprit à les qualifier de coincés ou de démodés. Donc, vous vous demandez peut-être comment on pourrait exactement introduire cela à ses enfants. Eh bien, Helmut ne disait pas explicitement aux parents d'avoir des contacts inappropriés avec leurs propres enfants, mais d'après tout ce que j'ai lu en faisant mes recherches, je dirais qu'il le suggérait au moins en sous-entendu. Il faisait partie de chercheurs et d'éducateurs estimant que le contact entre adultes et enfants relevait du soin, non de l'abus. D'autres incluaient Gabriel Matzneff, un pédophile autoproclamé qui a écrit un essai intitulé « Les moins de 16 ans » qui mettait en avant les prétendus bienfaits de l'amour avec des mineurs, et Rüdiger Lortmann, qui a écrit le livre « Perdu à l'enfant », qui s'oppose à l'idée que de tels contacts, soit pémins, soit mauvais. Helmut a reconnu que les enfants peuvent y être victimes d'agressions sexuelles, mais il ne croyait pas que le contact était automatiquement une agression sexuelle simplement parce qu'une personne est adulte et l'autre est un enfant. Il est cité en disant « La pire chose à faire maintenant serait que les parents perdent leur sang-froid, paniquent et courent directement à la police. » Si l'adulte était attentionné et tendre, l'enfant aurait même pu apprécier le contact avec lui. Donc c'est vraiment fou. Il y a une raison pour l'âge du consentement, et c'est parce que les enfants ne comprennent tout simplement pas les conséquences d'un tel contact. Même s'ils pensent qu'ils apprécient cela sur le moment, ce qui n'est certainement pas le cas pour la grande majorité des enfants qui ont des contacts avec des adultes, c'est probablement parce qu'ils ne sont pas assez mûrs pour comprendre ce qui se passe réellement, et ils vivront très probablement une forme de traumatisme plus tard. Peu importe si l'adulte était attentionné et tendre, il profite quand même d'un enfant vulnérable pour sa propre satisfaction. Helmut est même allé jusqu'à suggérer que les enfants qui ont ces soi-disant relations saines, ainsi qu'une bonne relation de confiance avec leurs parents, sont moins susceptibles d'être victimes d'agressions sexuelles. En ignorant complètement le fait que tout contact inapproprié entre un adulte et un enfant est en soi une agression sexuelle. Helmut n'a pas seulement promu l'idée de contact inapproprié entre adultes et enfants, cependant, il l'a en fait facilité. À la fin des années 60, il a décidé de mener une expérience sur plusieurs jeunes garçons, certains âgés d'à peine 6 ans, qui avaient été abandonnés par leurs parents. Il a décrit ces garçons comme des garçons idiots et des déficients mentaux secondaires. Et il voulait voir si son expérience pouvait les réintégrer dans la société et les amener à devenir des adultes matures. Alors, quelle était sa grande idée pour transformer la vie de ces jeunes garçons défavorisés? Les placer en famille d'accueil chez des pédophiles condamnés? Il ne devrait pas être surprenant à ce stade que ce n'était pas un accident. Ce n'est pas comme s'il avait trouvé des parents d'accueil et qu'ils se sont avérés être des pédophiles. Le fait qu'ils soient des des pédophiles, c'était tout l'intérêt. Helmut connaissait en fait ces hommes, et il savait très bien qu'ils allaient abuser des enfants. Il affirmait que l'exposition à ces hommes aiderait les enfants à retrouver une stabilité sociale, décrivant cela comme une situation gagnant-gagnant. Un gain pour les hommes pour des raisons évidentes, et un gain pour les enfants parce que les hommes seraient dévoués à s'occuper d'eux. Citation, « parce qu'ils sont amoureux d'eux, épris et passionnés ». Helmut voyait le contact entre adultes et enfants comme de l'attention, non comme sexe anal, et pensait que sans initiation à certaines activités, les enfants resteraient sous-développés. Donc, dans son esprit, ce contact entre les hommes et les enfants abandonnés serait bénéfique pour les enfants qui n'avaient probablement pas été exposés à beaucoup d'éducation auparavant. Il voyait cela comme s'il sauvait ses enfants d'une vie de simple immaturité et de la honte qui aurait supposément découlé de cette situation.
Ironiquement, les enfants victimes d'agressions sexe-anales ressentent souvent une grande honte, et ces agressions causent fréquemment des problèmes dans leurs futures relations intimes, comme l'anxiété ou des flashbacks. Bien que Helmut ait été très ouvert sur ses convictions concernant les contacts entre enfants et adultes, il a décidé de garder cette expérience discrète pour la plupart du temps, ce qui est logique étant donné que si des enfants parlaient de l'essai qu'ils avaient vécu, des poursuites pénales pourraient être engagées. Il a donc attendu que le délai de prescription expire plus de 10 ans plus tard, et c'est à ce moment-là qu'il a déclaré ouvertement que l'expérience était un succès total. En réalité, même selon ses propres critères, ce n'était loin d'être un succès. Il est également important de noter que même si Helmut ne diffusait pas publiquement cette expérience en raison des éventuelles répercussions juridiques, le département du Sénat de Berlin pour la jeunesse et la famille non seulement en était informé, mais l'a même financé. L'expérience a duré plus de 20 ans et s'est terminée au début des années 1990. Ce n'est que des décennies plus tard que tout cela a été rendu public, lorsque, en 2015, l'administration du Sénat de Berlin a commandé une étude sur l'expérience. À ce moment-là, Helmut n'était plus en vie, il était décédé en juillet 2008 à l'âge de 80 ans. Depuis, 2 hommes se sont manifestés pour raconter leur histoire, sous les pseudonymes de Marco et Sven. Ils ont maintenant environ 39 et 40 ans, mais ils n'avaient que 6 ans lorsqu'ils ont été placés sous la garde d'un pédophile de 47 ans nommé Fritz Henkel. Ils affirment que pendant les 14 années qu'ils ont vécu avec Fritz, ils ont été isolés du public, battus et agressés jusqu'à l'âge de 13 ans, moment où ils étaient devenus trop âgés pour lui. Fritz a commencé à accueillir des enfants en 1973 et Marco était son 8e fils d'accueil en 16 ans. Une assistante sociale a remarqué que Fritz ne semblait s'intéresser qu'à l'accueil de garçons et a ensuite signalé qu'il semblait entretenir une relation avec l'un de ses fils d'accueil. Un procureur a lancé une enquête, mais Helmut est intervenu pour défendre Fritz, garantissant ses compétences parentales et en conséquence, l'enquête a été suspendue. Ce n'était pas la première fois que Helmut sauvait la mise à Fritz, car il y avait eu plusieurs incidents par le passé qui avaient suscité des inquiétudes concernant les compétences parentales de Fritz, y compris la mort inexpliquée d'un enfant sous sa garde. Malgré les convictions controversées de Helmut, il était un expert très respecté avec une réputation assez solide, ce qui lui conférait beaucoup de pouvoir. S'il se portait garant, vous n'auriez sans doute aucun problème, peu importe vos actes. Un article sur newyorker.com donne plus de détails sur l'enfance de Marco et Sven. Voici quelques extraits. Enfant, Marco aimait jouer à être un templier, ses chevaliers protégeant les pèlerins vers la Terre Sainte. C'était un enfant plein de vie qui se promenait parfois sans surveillance dans son quartier de Berlin. À 5 ans, en 1988, il a traversé seul et a été renversé par une voiture. Il n'a pas été grièvement blessé, mais l'accident a attiré l'attention du bureau d'aide à la jeunesse de Schöneberg, qui dépend du gouvernement de l'État de Berlin. Les travailleurs sociaux ont noté que la mère de Marco ne semblait pas lui offrir l'attention émotionnelle requise. Elle travaillait dans un stand de saucisses et avait du mal à assumer seule son rôle de mère. Le père de Marco, un réfugié palestinien, avait divorcé d'elle. Elle envoyait Marco et son frère aîné à la garderie avec des vêtements sales et les y laissait pendant 11 heures. Les travailleurs sociaux ont recommandé que Marco soit placé dans une famille d'accueil offrant une atmosphère familiale. L'un d'eux l'a décrit comme un garçon attirant, un peu sauvage mais très facile à influencer. Marco vivait avec Henkel depuis 1 an et demi lorsque Sven a emménagé. La police l'avait trouvé dans une station de métro à Berlin, malade de l'hépatite. Il avait 7 ans, mendiait de l'argent et il disait qu'il venait de Roumanie. Constatant que Sven n'avait sans doute jamais eu de relation parent-enfant positive, le service d'aide sociale à la jeunesse lui a cherché une famille d'accueil à Berlin. Monsieur Henkel semble parfaitement adapté à cette tâche difficile, ont écrit les médecins d'une clinique de l'Université libre de Berlin. Les 2 garçons ont pris des rôles différents dans leur famille.
Sven était un bon fils, docile et affectueux. Marco était plus rebelle, mais la nuit, quand Henkel entrait dans sa chambre pour demander un câlin ou l'attendait pendant qu'il se brossait les dents avant d'aller se coucher, il devait obéir. « Je l'ai simplement accepté par loyauté parce que je ne connaissais rien d'autre », m'a dit Marco. « Je ne pensais pas que ce qui se passait était bien, mais je croyais que c'était normal. Je voyais cela comme de la nourriture. Les gens ont des goûts différents en matière de nourriture, tout comme certaines personnes ont des goûts différents en matière de sexualité. » Si la porte de la chambre de Sven était ouverte et qu'il était absent, Marco comprenait, mais ils n'ont jamais évoqué ce que Henkel leur faisait. C'était un sujet absolument tabou, a dit Marco. La mère et le frère de Marco étaient autorisés à lui rendre visite environ une fois par mois, mais Henkel annulait souvent les visites à la dernière minute ou les écourtait en disant qu'elles étaient perturbatrices. Le père de Marco ne pouvait pas le voir car Henkel avait signalé que Marco avait affirmé avoir été battu par lui. Les enseignants de Marco ont recommandé qu'il voie un thérapeute pour enfants qui était censé le rencontrer 2 heures par semaine, mais le thérapeute a dit que Henkel retenait Marco prisonnier. Henkel était toujours assise tout près dans une pièce adjacente. Marco se rappelle qu'une fois, après le début d'une séance à l'insu de Henkel, il a fait irruption et frappé la thérapeute au visage. Lorsqu'une psychologue scolaire a également orienté Sven vers un accompagnement, Henkel ne lui a pas permis de passer de tests psychologiques selon les dossiers. « Passe avec moi », a-t-il crié. « Si vous voulez tous faire un cas de Sven, faites-le sans moi. » Sven, bouleversé par l'explosion, demanda à Henkel « Tu veux te débarrasser de moi ?» À 9 ans, la mère de Marco a demandé à un juge de Berlin d'augmenter son temps avec lui. Le père de Marco a dit au service d'aide à la jeunesse qu'il ne comprenait pas pourquoi Marco grandissait dans une famille étrangère privée d'une éducation arabe. Il a aussi porté de graves accusations contre le père d'accueil, a écrit une assistante sociale. Une audience a eu lieu en mars 1992, un mois avant que Marco ait 10 ans. Le juge a demandé à parler en privé avec Marco, mais Henkel se tenait juste devant la porte et a dit « Si tu es menacé, crie ». Marco avait l'air d'avoir été préparé à l'avance. Il a dit au juge que son père d'accueil, qu'il appelait papa, l'aimait, contrairement à sa famille biologique. Interrogé par le juge sur les visites de sa mère, il a répondu « Pas souvent ». Il a dit qu'une fois par an serait mieux et a insisté pour que papa soit présent. Il a expliqué qu'il avait peur de son père biologique et que maintenant qu'il était avec papa, il n'avait plus peur. Seulement parfois la nuit, a-t-il ajouté. Après l'audience, Kendler a envoyé une lettre au juge disant « Pour le bien-être de l'enfant, je considère qu'il est absolument essentiel que tout contact avec la famille d'origine, y compris la mère, soit complètement suspendu pour les 2 prochaines années. » Kendler a aussi noté que Marco devait s'éloigner des hommes de sa famille car ils étaient de mauvais exemples. La mère de Marco a échoué à obtenir plus de droits de visite. Elle pouvait voir son fils toutes les quelques semaines au bureau de l'aide sociale à la jeunesse, mais les rencontres se dégradaient. Après l'audience, Marco a dit à sa mère qu'il ne voulait plus la voir car elle ne s'entendait pas avec son père d'accueil. Il n'a pas regardé sa mère dans les yeux en disant cela, a noté une assistante sociale. 3 semaines plus tard, lors de la visite suivante, il a refusé d'accepter les stylos, le bloc-notes offert par sa mère et de répondre à ses questions. Il a insisté pour partir jusqu'à ce que sa mère accepte. Elle était visiblement bouleversée et a pleuré, a écrit l'assistante sociale. Elle ne sait plus quoi faire. Le lendemain, Henkel a appelé le service d'aide à la jeunesse et a dit qu'il soutiendrait Marco pour qu'il montre son rejet envers sa mère. 1 an et demi plus tard, le père de Marco a informé le service d'aide à la jeunesse qu'il partait s'installer en Syrie et qu'il voulait dire au revoir à son fils, mais il n'y a aucune trace d'une réponse de qui que ce soit. L'opinion de Marco sur ses parents s'est retrouvée entachée par les insultes qu'il avait entendues de la part de Henkel et Entler. Il imaginait sa mère comme une femme paresseuse qui passait ses journées à manger des saucisses et son père comme un patriarche violent. Il comprit seulement 20 ans plus tard que ses parents s'étaient battus pour avoir une relation avec lui.
Cela montre que les enfants ont été victimes d'agressions sexuelles et de violences émotionnelles. Helmut et Fritz ont tout fait pour empêcher les familles des enfants d'entrer en contact avec eux, et pendant toute cette période d'isolement, Fritz trouvait un moyen de monter l'enfant contre sa famille. Il veillait aussi à ce qu'ils n'aient jamais d'amis à l'école. Marco a finalement changé d'école 7 fois et a compris plus tard que c'était le but de Fritz. Fritz récompensait Marco pour son mauvais comportement à l'école et, en conséquence, il séchait souvent les cours et ne faisait jamais ses devoirs. Fritz ne voulait clairement pas risquer que ses enfants adoptifs se rapprochent suffisamment de personnes extérieures pour qu'ils se rendent compte que ce qui se passait à la maison n'était pas normal. Ce qui est encore plus fou dans toute cette situation, c'est que même si Helmut était le chef de cette expérience, on dirait qu'elle a fini par lui échapper. Selon NewYorker.com, s'il n'y a jamais eu des dossiers dans les archives de la ville documentant comment le projet de Kendler a été approuvé ou comment exactement il a trouvé les hommes qui ont servi de père d'accueil, ils ont été perdus ou détruits. Lorsque Kendler a parlé publiquement de son expérience, il n'a donné des détails que sur 3 foyers d'accueil. Cependant, un rapport de 2020 commandé par le Sénat de Berlin indique que des chercheurs de l'université de Hildesheim ont conclu que le Sénat gérait aussi des foyers ou appartements partagés pour de jeunes Berlinois avec des hommes pédophiles dans d'autres régions d'Allemagne de l'Ouest. Le rapport de 58 pages était préliminaire et vague. Les auteurs ont signalé environ 1 millier de dossiers non triés dans le sous-sol d'un bâtiment gouvernemental auquel ils n'avaient pas eu accès. Aucun nom n'a été révélé, mais les auteurs ont écrit que ces foyers d'accueil étaient dirigés par des hommes parfois puissants, qui vivaient seuls et à qui ce pouvoir avait été confié par le monde universitaire, les instituts de recherche et d'autres milieux pédagogiques qui acceptaient, soutenaient ou même adoptaient des positions pédophiles. Le rapport a conclu que certains acteurs du Sénat faisaient partie de ce réseau, tandis que d'autres avaient simplement toléré ces foyers d'accueil parce que des figures emblématiques des politiques de réforme éducative soutenaient de tels arrangements. Honnêtement, je redoute de penser au nombre d'enfants qui ont fini avec des traumatismes à vie à cause de toute cette épreuve. Les motivations de Helmut pour l'expérience et ses opinions sur le contact enfant-adulte sont plutôt discutables. On pourrait supposer qu'il était lui-même un pédophile et qu'il voulait que cette pratique soit normalisée afin de pouvoir y participer sans craindre de répercussions juridiques. Helmut n'a jamais été marié. Helmut était homosexuel et ne pouvait donc pas légalement épouser ses partenaires à l'époque. Il a cependant milité pour l'acceptation de l'homosexualité dans l'Église et la société, ce qui reste probablement son principal mérite aujourd'hui. Il n'a pas eu d'enfant, mais a adopté 3 fils et accueilli un autre en famille d'accueil. Des soupçons existaient selon lesquels Helmut aurait abusé de ses fils adoptifs. Son collègue Günther Schmidt a déclaré que Helmut lui avait avoué avoir agressé sexuellement son fils de 13 ans jusqu'à son suicide en 1991. Cela n'a jamais été réellement confirmé et, à ma connaissance, aucun de ses fils n'a fait d'allégation lui-même, mais cela ne serait certainement pas surprenant. Ce qui est bizarre, cependant, c'est qu'après la mort de son fils, Helmut a semblé faire un revirement complet dans ses opinions sur les contacts entre enfants et adultes. Il a lu un article du psychanalyste hongrois Sándor Ferenczi intitulé « Confusion des langues entre les adultes et l'enfant », qui soutenait que les contacts inappropriés entre adultes et enfants sont toujours unilatéraux et exploitants. Selon NewYorker.com, lors d'une interview avec une historienne allemande en 1992, Kendler a parlé de son chagrin pour son fils adoptif et a déclaré « Malheureusement, je n'ai lu l'essai de Ferenczi qu'après sa mort, Bokasikos. » Il n'a pas avoué avoir abusé de son fils. Il a affirmé que le garçon avait été abusé par sa mère biologique. Il en a souffert, a-t-il confié à l'historienne. Je l'ai vécu de la façon la plus intense, de très près, et c'est certain que j'en porte une part de responsabilité. Il a regretté que, jusqu'à l'article de Franksy, il n'ait rien lu sur les conséquences émotionnelles de l'agression sexuelle et qu'il n'ait pas su comment aider son fils à surmonter ce traumatisme.
Il ne comprenait pas qu'un enfant guéri d'une agression sexuelle puisse se sentir déchiré, comme le dit Franksy. Il est à la fois innocent et coupable, et sa confiance dans le témoignage de ses propres sens est brisée. « J'étais trop stupide », a dit Kendler. À la fin des années 90, Kendler avait cessé de voir les fils adoptifs de Henkel ou de s'impliquer dans leur éducation. Dans ce qui était probablement sa dernière déclaration publique enregistrée sur la pédophilie lors d'une interview en 1999, il l'a qualifié de trouble et a évoqué l'impossibilité pour un adulte et un enfant de partager une compréhension commune d'un contact mutuel. Le problème, disait-il, c'est que l'adulte gardera toujours le monopole de la définition. C'est intéressant, parce que même si j'ai tendance à penser que Helmut était lui-même un pédophile, si c'était le cas, pourquoi aurait-il soudainement et publiquement changé d'avis sur le sujet ? Qu'il ait été ou non lui-même un pédophile, je pense vraiment qu'il croyait sincèrement à tout ce qu'il prônait auparavant, à savoir que le contact entre adulte et enfant était bénéfique pour l'enfant. Cela n'améliore pas la situation, mais je ne crois pas qu'il diffusait sciemment de fausses informations. Face à des arguments solides et à la mort de son fils, il a compris son erreur et a ressenti une grande culpabilité. Je ne suis pas psychologue, alors corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe dans cette analyse, mais si l'on regarde l'enfance de Helmut, je pense qu'on peut deviner pourquoi il a fini par avoir de telles opinions au départ. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, ses parents étaient lourds, froids et autoritaires. Ils ne recevaient pratiquement aucune affection de leur part et en conséquence, ils n'avaient aucune idée de ce qu'était un amour sain et approprié entre un parent et un enfant. En revanche, malgré ces énormes défauts, j'ai trouvé des informations qui suggèrent qu'il communiquait avec les enfants placés dont il s'occupait de manière calme et chaleureuse, ce qui était tout le contraire de la façon dont ses propres parents communiquaient avec lui. Il a personnellement ressenti les effets d'avoir des parents stricts et dépourvus d'émotions, et je pense qu'il a juré de ne pas être comme eux. Concernant les contacts inappropriés entre enfants et adultes, il est possible que Helmut ait subi ce type de comportement de ses parents enfants, pensant à tort qu'ils exprimaient ainsi leur affection. Mais on ne peut pas simplement supposer cela, puisqu'il n'a jamais parlé d'avoir vécu cela lui-même, donc ce ne sont que des suppositions. Quoi qu'il en soit, je pense que le manque total d'amour ou d'affection qu'il a reçu a provoqué une confusion chez lui et il n'a pas compris quelle était la manière appropriée de montrer de l'affection à un enfant. Peut-être voulait-il tant l'affection de ses parents qu'il a cru qu'un contact inapproprié était la façon ultime de montrer de l'affection à un enfant. Il ignorait le traumatisme que cela pouvait causer à l'enfant, n'ayant lui-même connu que le manque d'affection. Pour être clair, je ne dis pas tout ça pour le défendre, juste pour essayer de le comprendre. Peu importe quelles étaient ses motivations ou s'il était lui-même un pédophile, les fausses informations qu'il a diffusées et l'expérience qu'il a menée ont directement causé un tort inimaginable à des enfants innocents et c'est totalement impardonnable. Je suis contente qu'il ait finalement changé d'avis, mais cela n'efface pas tous les dégâts infligés à ces enfants qui souffrent encore aujourd'hui à l'âge adulte. De plus, lorsqu'il a changé d'avis, il a semblé simplement se retirer de l'expérience. Il n'a pas essayé d'aller sauver les enfants, ni d'empêcher qu'ils soient encore plus maltraités. Mais n'oublions pas que les enfants n'ont pas seulement été abandonnés par Helmut ou Fritz, ou qui que soit leurs parents d'accueil du dossier P. Helmut n'aurait jamais pu mener cette expérience sans l'approbation et le financement du gouvernement. Dieu sait combien de personnes anonymes ont permis et contribué à cela, et aucune d'entre elles, y compris Helmut ou Fritz, n'a jamais eu à faire face à la moindre conséquence. Je serais ravie de connaître vos avis dans les commentaires, ainsi que les autres sujets que vous aimeriez que j'aborde à l'avenir. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Merci beaucoup à mes membres Ko-fi et de la chaîne dont les noms s'affichent à l'écran. J'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.